La joie qui a besoin d'une cause, ce n'est pas de la joie, mais du plaisir. Il arrive souvent qu'une douleur soit si intolérable qu'elle ne veut pas guérir. Alors, une consolation, même venue de notre fort intérieur, ne fait que la rendre plus brûlante encore. Extrait de La nuit de Walpurgis, 1917, Gustav Meyrink. Es kommt oft vor, dass ein Schmerz so unerträglich ist, dass er nicht heilt, so dass Trost, selbst aus tiefstem Inneren, ihn nur noch mehr brennen lässt. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Bonjour, je suis Evie Loy. Je vous propose aujourd'hui un auteur jamais évoqué dans ce programme. Il s'agit de Gustav Meyer, alias Gustav Meyrink, 1868-1932, né à Vienne en Autriche. Il ne semblait pas prédestiné à une carrière littéraire. En effet, au terme de ses études, il dirige jusqu'en 1902 la banque Meyer et Morenstern à Prague. Or, au début de l'année 1902, victime de calomnie, il est accusé d'escroquerie. Pour se défendre de cette accusation, il provoque en duel le corps entier des officiers d'un régiment pragois, puis s'attaque au préfet de police qui le fait immédiatement emprisonner. Faute de preuves, Meyrink est relâché au bout de 2 mois et demi de prison. Il est réhabilité, mais ruiné. Cette expérience de l'incarcération, de l'abus de pouvoir et de l'erreur judiciaire aura une influence décisive sur sa future carrière d'écrivain. Dès 1903, il publiera dans la revue satirique munichoise Simplicissimus, une série de nouvelles grotesques et fantastiques. Ces premiers récits, qui ont parfois été comparés aux histoires extraordinaires d'Edgar Poe, s'apparentent davantage aux contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam, notamment pour un certain goût du macabre. À partir de 1915, Meyrink renonce progressivement au ton satirique, préférant faire passer des messages ésotériques qui prendront une importance croissante dans son œuvre. Parmi ses romans les plus célèbres, on compte Le Golem, 1915, Le Visage Vert, 1916, La Nuit de Walpurgis, 1917, entre autres. Gustav Meyrink décède en 1932 à Starnberg en Allemagne, dont le lac est non moins célèbre car l'on y repêcha 46 ans plus tôt le corps du roi Louis II de Bavière. Je vous propose d'écouter dès à présent 2 courtes nouvelles de Gustav Meyrink. Suggestion, publiée pour la première fois en 1904, et Reflet. Bonne écoute. « 23 septembre. Voilà. Mon système est désormais au point et je suis sûr qu'aucun sentiment d'angoisse ne peut s'emparer de moi. Personne ne peut déchiffrer mon écriture secrète. Il est indispensable de tout concevoir à l'avance dans les moindres détails et de se trouver à la pointe du savoir dans le plus grand nombre possible de domaines.
Ceci devra faire office pour moi de journal. Nul autre que moi n'est en mesure de le lire, et je puis maintenant écrire sans danger ce que j'estime nécessaire à mon introspection. Le cachet seulement ne suffit pas. Le hasard le dévoilerait au grand jour. Ce sont précisément les cachettes les plus secrètes qui sont les moins sûres. Comme ce que l'on nous apprend durant l'enfance est faux. Mais moi, au fil des années, j'ai su apprendre à voir au fond des choses, et je sais très précisément ce que j'ai à faire pour qu'aucune trace d'angoisse ne puisse naître en moi. Les uns disent que la conscience existe, les autres la nient. Dans les deux cas, cela crée un problème et occasionne une controverse. Et pourtant, comme la vérité est simple, la conscience existe et n'existe pas, selon que l'on y croit ou pas. Si je crois que je possède une conscience, je me la suggère tout naturellement. Toutefois, ce qui est curieux, c'est que si je crois que j'ai une conscience, celle-ci naît non seulement en moi, mais de plus, elle peut, indépendamment de moi-même, aller à l'encontre de mes désirs et de ma volonté. Aller à l'encontre? Bizarre. Le moi que je me suis imaginé va donc à l'encontre du moi qui m'a permis de le créer, pour jouer ensuite un rôle totalement indépendant. Cela semble en effet être également le cas pour d'autres choses. Par exemple, parfois, mon cœur se met à battre plus vite lorsque l'on parle du meurtre. Je suis présent et pourtant, je suis sûr qu'ils ne me découvriront jamais. Dans de telles circonstances, je ne m'effraie pas le moins du monde. Je le sais très précisément car je m'observe trop méticuleusement pour que cela puisse m'échapper. Et pourtant, je sens mon cœur battre plus vite. Cette idée de conscience, c'est vraiment la chose la plus diabolique qu'un prêtre ait jamais imaginée. Quel est donc le premier à avoir mis cette idée au monde? Un coupable? Improbable. Et un innocent? Un soi-disant juste? Comment aurait-il pu se représenter les conséquences d'une telle idée? Ce ne peut être le fait de quelque vieillard qui l'a brandi devant des enfants, tel un fantôme destiné à les effrayer, ressentant instinctivement la menaçante impuissance de la vieillesse face à la force brutale en germe de la jeunesse. Je me rappelle très bien, alors que j'étais déjà un grand garçon, avoir pu croire possible que les fantômes des victimes s'agrippent au talon du meurtrier et lui apparaissent dans des visions. Meurtrier. Comme ce mot est choisi et construit de façon artificieuse. Meurtrier. Cela évoque véritablement une sorte de râle. Je pense que le son « E » est la racine de ce sentiment d'horreur. Avec quelle habileté les hommes nous ont cernés de suggestions. Mais je sais déjà comment neutraliser de tels dangers. Ce soir-là, je me suis répété 1000 fois ce mot à haute voix, jusqu'à ce qu'il ait perdu pour moi tout ce qu'il avait d'effroyable. C'est désormais pour moi un mot comme tous les autres. Je puis parfaitement m'imaginer que l'obsession d'être poursuivi par des morts conduise un meurtrier inculte à la folie, mais uniquement dans le cas d'un meurtrier qui ne réfléchit pas, qui n'évalue pas, qui ne prévoit pas. Qui donc est habitué de nos jours à poser froidement son regard sur des yeux révulsés par la mort, sans en subir une déchirure intérieure, ou bien à faire ravaler à un gosier gargouillant une malédiction qui nous fait malgré tout frémir secrètement. Il n'est donc pas étonnant qu'une telle image devienne vivante et fasse naître ensuite une sorte de conscience
à laquelle on finit par succomber. Lorsque j'y réfléchis, je dois admettre que j'ai procédé en fait de façon simplement géniale. De plus stupides que moi ont certainement déjà réussi à empoisonner 2 personnes l'une après l'autre, à peu de temps d'intervalle, en effaçant la moindre trace susceptible d'éveiller les soupçons. Mais étouffer sa culpabilité, son propre sentiment de culpabilité, avant même qu'il ne soit né, et je crois vraiment que je suis le seul. Oui, si quelqu'un avait le malheur d'être omniscient, il semble difficile qu'il puisse exister pour celui-là une protection intérieure. Ainsi donc, j'ai utilisé en connaissance de cause mon ignorance et j'ai intelligemment choisi un poison qui provoque une mort dont les différents stades me sont parfaitement inconnus et doivent le demeurer. Morphine, strychnine, cyanure, je connais, on pourrait m'imaginer tous leurs effets. Les convulsions, les spasmes, la lourde chute le temps d'un éclair, les lèvres écumantes. Mais le curare, je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'agonie provoquée par ce poison, et comment pourrais-je d'ailleurs me l'imaginer? Je me garderai bien de rien lire à ce propos, et il est exclu que j'entende par hasard ou sans le vouloir quoi que ce soit concernant le sujet. Qui, de nos jours, connaît seulement le mot « curare » ? Ainsi donc, si je suis incapable de me représenter l'image des derniers instants de mes victimes, quel mot stupide! Comment cette vision pourrait-elle bien me poursuivre? Et quand bien même j'en rêverais, je puis me prouver directement au réveil la fragilité d'une telle suggestion. Et quelle suggestion résisterait à une telle preuve? « 26 septembre. Curieux. Cette nuit, précisément, j'ai rêvé que les 2 morts me suivaient, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Peut-être cela provient-il du fait que j'ai couché sur le papier hier cette idée de rêve. Il n'existe plus que 2 moyens désormais de barrer le chemin à de tels rêves. Soit se les remettre continuellement à l'esprit afin de s'y habituer, ainsi que je le fais avec ce stupide mot de meurtrier, soit bannir totalement ce souvenir de sa mémoire. La première solution? Ce rêve était trop horrible. Je choisis la deuxième solution. Donc, je ne veux plus y penser. Je ne veux plus du tout y penser. Entends-tu? Tu ne dois surtout plus y penser. À vrai dire, la forme « tu ne dois pas » est tout à fait inconsidérée, comme je viens juste de le remarquer. Il ne faut pas s'adresser la parole à soi-même en se disant « tu », car l'on dissocie alors, en quelque sorte, son moi en 2 parties, un moi et un toi, et cela pourrait, avec le temps, avoir des effets fatals. 5 octobre. Si je n'avais pas étudié la nature de la suggestion dans tous ses détails, je pourrais vraiment commencer à devenir nerveux. Cette nuit, pour la 9e fois, j'ai encore fait le même rêve. Tous les 2 me suivaient pas à pas. Ce soir, je vais voir du monde et boire un peu plus que de coutume. Le mieux serait d'aller au théâtre, mais bien sûr, ce soir, on joue précisément Macbeth. 7 octobre. On n'en a jamais fini d'apprendre. Je sais maintenant pour quelle raison je devais en rêver avec autant de persistance. Paracelse dit expressément que pour avoir des rêves toujours vivaces, il suffit de les transcrire 1 fois ou 2 par écrit. C'est donc ce que je vais cesser de faire à l'avenir. Un savant moderne l'aurait-il seulement su. Mais dénigrer Paracelse, ça, ils savent le faire. 13 octobre.
Il faut que je note aujourd'hui, avec précision, ce qui s'est passé, afin que je ne mêle pas à mes souvenirs des choses qui n'ont en fait jamais eu lieu. Depuis quelque temps, j'avais le sentiment, je suis, Dieu soit loué, débarrassé de ces rêves, que quelqu'un marchait continuellement derrière moi à ma gauche. J'aurais pu naturellement me retourner pour me convaincre que ce n'était qu'une illusion de mes sens, mais cela aurait été une grave erreur, car par ce simple fait, j'aurais secrètement admis en moi-même la possibilité qu'il aurait pu exister quelque chose de réel. Cela persista ainsi quelques jours. Tendu, je me tenais sur mes gardes. Alors que je m'assois tôt ce matin à table pour prendre mon petit déjeuner, j'éprouve à nouveau cet odieux sentiment, et tout à coup, j'entends derrière moi un grincement. Avant d'avoir pu me ressaisir, je fus pris de terreur et me retournai brusquement. L'espace d'un instant, je vis très nettement, de mes yeux, le défunt Richard Herben, sombre grisaille, puis en un éclair, le fantôme se glissa à nouveau derrière moi. Mais il ne se tenait désormais plus aussi loin qu'avant, lorsque je le devinais seulement. Quand je me tiens bien droit, et que je tourne mes yeux tout à fait sur ma gauche, je puis voir ses contours, comme dans une lueur, mais dès que je tourne la tête, la silhouette recule d'autant. Je sais pertinemment que le bruit n'a pu être causé que par la vieille femme de chambre qui est incapable de se tenir tranquille pendant une minute et traîne toujours derrière les portes. Dorénavant, elle n'entrera plus dans l'appartement que lorsque je l'aurai quitté au préalable. Je ne veux plus voir personne auprès de moi. Comme mes cheveux se sont dressés sur ma tête, je pense que cela provient du fait que le cuir chevelu se rétracte. Et le fantôme? La première sensation était un relent de mes précédents rêves, tout simplement, et son apparition s'est produite tout à coup, engendrée par ma soudaine terreur. La terreur, l'angoisse, la haine, l'amour ne sont que des forces qui divisent le moi et peuvent par conséquent faire apparaître ses propres pensées dans notre perception comme dans un réflecteur, alors qu'elles resteraient sinon inconscientes. Je ne dois voir personne pendant un certain temps. De plus, je dois me surveiller étroitement, car cela ne peut plus durer ainsi. Ce qui est désagréable, c'est qu'il fallait que cela tombe précisément le 13 du mois. Dès les débuts, j'aurais vraiment dû combattre énergiquement ce stupide préjugé qui semble également être enraciné en moi à l'égard du chiffre 13. Mais d'ailleurs, qu'importe cette circonstance insignifiante. 20 octobre. Le mieux aurait été de faire mes bagages et de me rendre dans une autre ville. Une fois de plus, la vieille a cherché à faire derrière ma porte. À nouveau ce bruit. Cette fois-ci, derrière moi, à ma droite. Même déroulement que la fois précédente. Maintenant, je vois sur ma droite mon oncle empoisonné, et lorsque j'appuie mon menton sur ma poitrine, louchant quasiment par-dessus mes épaules, je les vois tous les deux, à droite et à gauche. Je ne peux pas voir leurs jambes. Toutefois, il me semble que la silhouette de Richard Herben s'est rapprochée de moi. Cette vieille doit quitter la maison. Je trouve cela de plus en plus suspect, mais je vais faire bonne figure encore quelques semaines pour qu'elle ne se méfie de rien.
Il faut que je rapporte également mon déménagement. Les gens pourraient remarquer quelque chose et l'on n'est jamais trop prudent. Demain, je m'exercerai à nouveau durant quelques heures à prononcer le mot « meurtrier » qui commence à agir désagréablement sur moi pour me réhabituer à sa sonorité. J'ai fait aujourd'hui une curieuse découverte. Je me suis observé dans le miroir et j'ai vu que je marchais davantage qu'avant sur la pointe du pied, ce qui provoque par conséquent en moi une certaine oscillation. Avoir une démarche assurée semble être une expression possédant un sens profond, comme d'ailleurs les mots paraissent recéler un secret psychologique. Je vais m'attarder à marcher à nouveau davantage sur les talons. Mon Dieu, si seulement je n'oubliais pas durant la nuit la moitié des choses que je me promets d'accomplir pendant la journée. Absolument, comme si le sommeil estompait tout. 1er novembre. La dernière fois, je n'ai rien écrit, sciemment, au sujet du deuxième fantôme. Et en dépit de cela, il ne disparaît pas. C'est horrible, horrible. N'y a-t-il donc pas de résistance possible ? J'ai pourtant déjà fait clairement la distinction qui existe entre les devoirs qui s'offrent à moi pour me tenir à l'écart de la sphère à laquelle appartient de telles visions. J'ai choisi de suivre la deuxième, et cependant, je suis toujours resté sur la première. Mes sens étaient-ils donc confus ? Ces deux silhouettes sont-elles des dédoublements de mon moi ou bien jouissent-elles d'une vie indépendante ? Non, non, car alors je les nourrirais de ma propre vie. Donc, ce sont de vraies créatures. C'est effroyable. Mais non, je les considère seulement comme des créatures indépendantes. Et ce que l'on considère comme la réalité, c'est... Oh Dieu de miséricorde, je n'écris pas comme l'on écrit d'habitude. J'écris comme si quelqu'un me dictait. Cela doit venir de mon écriture codée que je dois toujours traduire d'abord avant de pouvoir la lire couramment. Demain, je recopierai intégralement ce livre en toutes lettres. Mon Dieu, assiste-moi pendant cette longue nuit. 10 novembre. Ce sont de véritables êtres. Ils m'ont raconté dans un rêve leur agonie. Jésus, protège-moi. Oui, Jésus, Jésus. Ils veulent m'étouffer. J'ai consulté un ouvrage. C'était la vérité. Le curare agit de cette façon, exactement pareil. Comment le serait-il s'il n'était que des illusions ? Dieu du ciel, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait une vie après la mort ? Je n'aurais pas commis de meurtre. « 12 novembre. J'y vois de nouveau plus clair maintenant que j'ai recopié tout ce livre. Je suis malade. Mon seul recours, un courage de fer et une solide conviction. J'ai pris rendez-vous pour demain matin chez le docteur Fetterstrand, qui pourra m'expliquer exactement à quoi était liée mon erreur. Je lui rapporterai tout dans les moindres détails. Il m'écoutera calmement et me révélera ce que j'ignore encore sur la suggestion. Sur le moment, il est impossible qu'il puisse croire que je suis vraiment un meurtrier. Il croira que je suis tout simplement fou. Et je veillerai à ce qu'il ne soit plus en mesure d'y réfléchir une fois chez lui. Un petit verre de vin ?
Démons et merveilles, Michael Darjoy. Reflet. Quel étrange endroit que ce café où je suis arrivé à une heure si avancée de la nuit. Toutes les fois que je tourne la tête vers le miroir terne qui se dresse contre un mur un peu plus loin dans l'obscurité, j'aperçois, comme à travers une ouverture au contour noir, dans une sorte d'arrière-salle, deux hommes à barbe blanche qui tiennent de longues pipes hollandaises en terre entre leurs doigts jaunis comme du parchemin et fixent, immobiles, un échiquier qui, tout comme eux, semble flotter dans une épaisse fumée bleuâtre de tabac. On ne voit rien d'autre, ni table, ni chaise, ni mur. Pour chasser cet angoissant sentiment d'irréalité qui s'emparait de moi chaque fois que je m'attardais à contempler le miroir, sans pouvoir y déceler le moindre changement, j'essayais de me persuader que ce n'était peut-être qu'un tableau sans cadre qui s'y reflétait. Demain matin, ton bateau part. Cette pensée vint se greffer sur mes réflexions comme pour me rassurer, mais elle ne réussit pas toutefois à me rendre complètement l'espoir que demain j'échapperai à cette sinistre ville portuaire qui me retenait prisonnier dans l'un de ses recoins les plus isolés, comme une souris prise au piège. Non, cette pensée avait un goût amer et sous-entendait une signification secrète, comme si ce bateau dans lequel j'embarquais demain, à la première heure, était en fait la barque de Charon traversant le Styx pour parvenir sur l'autre rive, la rive qui délimite la frontière d'un pays semblable au nôtre, comme s'il était un reflet du réel. À travers la fenêtre, je fixais mon regard sur le canal nébuleux qui bordait le café et se confondait avec le ciel noir dans un espace béant où les dimensions verticales et horizontales s'entremêlaient pour disparaître complètement. Dans la vitre se reflétaient les contours sombres d'un énorme chaland. Une minuscule lanterne rougeoyait à sa proue. Il me sembla que ce bateau ne voguait pas sur le canal, mais qu'il flottait véritablement à l'intérieur de la pièce où je me trouvais. Peu à peu, je pris conscience que je m'étais élevé jusqu'au monde des reflets, et comme pour renforcer cette certitude, de vieux souvenirs enfouis m'apparurent. Un clocher blanc qui se reflétait étincelant dans l'eau, un pont de fer sur un fleuve que je traversais, enfant, pour me rendre à l'école, ou encore un village de montagne inondé de soleil au bord d'un lac. Mais je ne veux rien savoir des images passées de ma jeunesse qui m'assaillent comme autant de reflets. Ils m'assaillent comme des événements passés qui n'ont plus pour seul témoin vivant que moi-même. Demain, mon bateau prend le large. Aujourd'hui ne sera plus alors qu'un reflet. Et à nouveau, je tournerai la tête vers cette ouverture rectangulaire dans le miroir par laquelle je voyais deux joueurs d'échecs. J'essayais en vain de me cramponner à ce présent inerte sans vie. L'un des vieillards cachait son visage de sa main flétrie,
tandis que l'autre portait les yeux sur moi. Mais ne m'a-t-il pas fixé ainsi déjà depuis le début? C'est évident. Il n'a pas cessé de me regarder, depuis des années déjà. Mais quelle est donc cette étrange et inquiétante vision qui vient de me narguer? Dans une maison depuis longtemps détruite, dont le sous-sol abritait autrefois un café de nuit, ce même vieillard se tenait souvent assis en face de moi devant un échiquier. Nous jouions ensemble, dans un recoin, les parties les plus inouïes, à l'abri des vagabonds qui rôdaient en ces lieux jusqu'à l'aube. Dans la ville où j'habitais autrefois, tout le monde appelait ce vieil homme Docteur Narcisse. Je doute que quelqu'un lui ait jamais demandé quel était son véritable nom. Qui pourrait d'ailleurs s'intéresser au nom d'un homme vêtu de haillons, ne semblant exercer aucune profession, fréquentant des cafés mal famés et vivant de quelques kreuzers qui lui procuraient ses parties d'échecs? On disait qu'il avait été, dans sa jeunesse, un étudiant en philosophie désargenté. Je ne sais pas d'où il tirait ce singulier surnom de Narcisse, car il n'était pas beau et n'avait jamais pu l'être. Je pense que quelqu'un à qui il avait fait part de ses obsessions avait dû l'appeler ainsi. À cette époque, je devins moi aussi son confident. C'était au cours d'une nuit de Noël. Nous venions de faire une partie d'échecs qui s'était terminée par un pacte, et nous nous regardions sans rien dire, tout comme en ce moment même ce vieillard et moi, lui dans l'arrière-salle et moi assis dans ce sombre local devant ce miroir aveugle. Soudain, le docteur Narcisse me dit, et je l'entends encore aujourd'hui comme si c'était le vieillard là-bas qui me parlait: « Pat, c'est la première fois de ma vie que je perds une partie. Jusqu'à présent, toutes les parties que j'ai jouées dans ma vie, je les ai gagnées, même celles qui n'avaient rien à voir avec les échecs. » Après avoir prononcé ce mot, il baissa la tête comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'exister réellement, considérant longtemps, absorbé dans ses pensées, ces pauvres chaussures de caoutchouc qu'il portait même en hiver. Puis il poursuivit d'un air absent, se parlant à lui-même, et j'eus alors l'impression qu'il n'avait plus toute sa raison. Aussi vrai que je suis assis en face de vous, mon cher monsieur, il m'arriva une nuit, alors que j'étais encore étudiant, et me cassais la tête à apprendre jusqu'à ce que je la perdisse tout à fait, de me retrouver en face de moi-même. Oui, c'est la vérité. J'étais assis en face de moi-même. Je ne vois là rien d'étrange. Vous étiez assis en face d'un miroir, allez-vous me dire? Eh bien non. Les propos du docteur Narcisse devinrent soudain très énigmatiques. J'étais en effet assis en face d'un miroir. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que lorsque nous voulûmes nous lever, celui dans le miroir et l'autre en face, l'un des deux resta assis, non pas celui qui s'était épuisé à étudier, mais l'autre, le reflet du premier. Et cet autre, c'était moi. Non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Si je n'étais pas réellement celui qui était assis dans le miroir, je devrais connaître toute la science que l'autre, en dehors du miroir, avait potassée et ingurgitée toute sa vie durant. Or, je ne connais rien de tout cela. Je peux donc, à bon droit, en tirer la conclusion
que je ne peux être que celui qui le regardait depuis le miroir. Je ne sais que jouer aux échecs. Toutes les autres sciences qui existent sur Terre me sont heureusement restées étrangères. La partie d'échecs de cette nuit-là, que nul ne gagna, fut la dernière que je devais jouer avec le docteur Narcisse. Je l'évitais toutes les fois que je le pouvais, car cela me mettait mal à l'aise de savoir que mon adversaire aux échecs était un malade mental. J'écartais ce vieux souvenir qui me torturait et portais à nouveau mon regard dehors sur le canal ténébreux, tandis qu'une silhouette fantomatique se profilait sur la vitre et m'observait. Ce ne pouvait être évidemment que moi-même. Soudain, j'entendis l'un des vieillards parler dans l'arrière-salle et pus entendre ces paroles. « On pense trop peu souvent combien il est étrange qu'à une main droite présentée à un miroir réponde aussitôt une main gauche. Ainsi, ne sommes-nous nullement celui que nous voyons lorsque nous nous observons dans un miroir ? Cette image est plutôt un fantôme qui nous est la chose la plus étrangère qui soit sur terre. Ce qui est à droite est à gauche. Peu d'entre nous savent qu'il existe un maître de la main gauche, dont les initiés disent que ce serait lui le créateur du monde, et non le diable de la Bible. Il est angoissant d'accepter l'idée que notre monde terrestre ne serait en fait que le reflet satanique d'une réalité dont nous ne savons rien, absolument rien. Ainsi, nous deux sommes restés assis la moitié de la nuit devant un échiquier, nous imaginant avoir joué aux échecs. En vérité, nous n'avons peut-être rien fait d'autre que d'imiter les traits et les attitudes de l'autre, tels des joueurs dans un monde de miroirs. Je n'entendis pas ces dernières paroles. Je me retournai. Assis dans l'obscurité, je regardais par l'ouverture dans l'arrière-salle. Elle était vide. La vieille serveuse, qui portait une coiffe blanche, en sortait justement pour venir vers moi. Elle s'approcha de ma table et dit « Est-ce que je peux reprendre l'échiquier, monsieur ?» « Mais où sont donc passés les deux messieurs qui étaient assis là-bas » lui demandai-je troublé. « Les deux messieurs ?» répondit-elle. « Mais l'arrière-salle est restée vide tout le temps. » Je payai en silence, endossai mon manteau et partis. Demain, ton bateau prend le large, répétai-je constamment, sans cesser de me murmurer cette phrase pour ne pas avoir à ruminer des questions sans réponse. Des deux vieillards qui jouaient aux échecs, qui était donc l'autre dont je n'avais pu distinguer le visage, constamment dissimulé par sa main? Son adversaire, celui qui avait parlé, était le docteur Narcisse, tel qu'il était resté dans ma mémoire. Mais qui était l'autre?
vous ai raconté successivement 2 nouvelles de Gustav Meyrink, Suggestions et Reflets, publiées en 1987 dans son édition française, dans un ouvrage intitulé Histoire fantastique aux éditions Le Rocher. Je tiens à remercier Evie Loy pour la présentation de l'auteur et Tanja Scheicher-Lebenhoch, musicienne autrichienne, professeure de violon et auteur d'ouvrages, qui a bien voulu lire la citation de Gustav Meyrink dans la langue de son compatriote. À bientôt pour de nouvelles aventures. Es kommt oft vor, dass ein Schmerz so unerträglich ist, dass er nicht heilt, so dass Trost, selbst aus tiefstem Inneren, ihn nur noch mehr brennen lässt.